Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play aujourd'hui. Épisode un petit peu voilà, fourre-tout, on va dire. Et pour cela, je suis avec Geoffrey. Salut Geoffrey, comment vas-tu? Salut Baptiste, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, on monte petit à petit en pression. On a décidé de faire un épisode un peu, voilà, un peu fourre-tout, comme j'ai dit, pour faire un peu le point sur l'actualité du collège football. On va parler addiction au pari, on va parler extension du CFP, on va parler peut-être un peu jeux vidéo aussi. Et puis portail des transferts, parce qu'on n'a pas fait d'épisode sur le portail des transferts, mais on va faire un récap assez rapidos, mais pour que vous ayez quelques noms avant les previews de l'été, j'ai envie de dire. Donc voilà, programme quand même plutôt costaud, hein, Geoffrey, hein. Il y a des choses à Bah, dire. il se passe toujours pas mal de choses dans le collège football. Ouais, il se passe toujours pas mal de choses, y compris quand il n'y a pas de match, etc. Mais moi, je suis globalement, ce qui s'est passé cette intersaison, je suis assez content de la direction que ça a pris. Parce que bah, on va en parler avec Brendan Sorsby, mais je pense que ça aurait été très néfaste et ça aurait donné un très mauvais exemple pour le sport qu'un mec qui est parié pendant qu'il était dans son équipe puisse continuer à jouer en CFB. Eh ben, on va commencer du coup par ça, Geoffrey. On va faire un petit récap de l'affaire Brendan Sorsby. Brendan Sorsby, ça aurait dû être le quarterback titulaire de l'équipe des Red Raiders de Texas Tech cette année. Il est arrivé en provenance de Cincinnati où il a fait une excellente saison, hein. Qu'on soit très clair, c'était un des QB les plus convoités sur le portail des transferts. Sauf que, il y a quelques semaines, la news est tombée. En fait, Brandon Sorby a parié sur son équipe quand il était du côté d'Indiana avec des sommes plutôt importantes, hein. On parle de quasiment 100 000 $, hein, je crois, placés, alors pas en une seule fois, mais en plusieurs fois, bien évidemment en plus de la famille, etc., etc. Enfin voilà, il a tout fait pour pas se faire choper. Malheureusement, ça a été le cas. Et donc, la NCAA, dans un premier temps, a décidé de suspendre Sorsby de son éligibilité. Il n'était plus en capacité de jouer au college football. Texas Tech a fait bien évidemment appel de la décision, hein, comme on s'y attendait. Ça a été la décision est restée telle quelle, l'appel a été refusé par NCAA. Pas de bol, vous savez qu'il y a un peu des juges pour tout et n'importe quoi, avec souvent, on va dire, des incointances avec les différentes universités. Un juge du Texas a décidé que la décision de la NCAA était caduque et a donc de nouveau autorisé Braden Sorsby à concourir pour l'année 2026. Alors avant que j'entende les mauvaises langues, non, il n'est pas un ancien, il n'a pas fait ses études à Texas Tech, hein. Voilà, comme ça avait été le cas avec le juge d'Alabama, avec le joueur de CFB, donc j'ai perdu le nom là, qui avait été autorisé à jouer alors qu'il avait été passé pro. Enfin bref, voilà. Et en fait, la décision est tombée là pas plus tard que ce matin, enfin dans la nuit en tout cas. Finalement, Brandon Sorsby va se présenter à la draft supplémentaire NFL, a décidé d'enlever sa plainte contre la NCAA pour pouvoir jouer. Il faut dire qu'entre la décision du juge du Texas et là, la décision de Brandon Sorsby, il y a eu, on va dire ça comme ça, Geoffrey, un torrent de réactions et de levée de bouclier contre la décision de laisser Brandon Sorsby jouer cette saison. Une des réactions qu'on pourrait qualifier de normale, non? Qu'est-ce que t'en penses, Geoffrey? Moi, je trouve que la réaction est normale. Toute petite précision. Alors, le juge, il n'a pas fait ses études à Texas Tech, mais c'est un juge de Lubbock quand même, hein. Donc, la ville où il y a la fac, globalement, c'était compliqué pour lui, je pense, de donner d'autres choses. Et donc, oui, Sorsby a décidé d'aller dans la draft supplémentaire, mais en épluchant un peu ce qui s'est passé cette nuit, j'ai vu, mais il faudrait que je reconfirme ça, mais que la fac, en fait, que la Big 12 a porté plainte contre Texas Tech par rapport à ce propos-là, parce que bah, je suppose que c'était sur des bases que ça abîmait l'image de la conférence, etc. Et que ce serait suite à ça que Sorsby a décidé de partir en NFL. Voilà, bah, comme je l'ai dit avant que Baptiste vous fasse tout le détail, pour moi, je trouve que c'est une excellente chose et la réaction globale du public dans le college football est la bonne. Même si on peut considérer que la NCAA et les conférences sont des énormes hypocrites là-dessus, puisque ce sont les premiers bénéficiaires
du fait qu'il y ait des paris sur le college football. En attendant, il faut que ce soit une limite claire à ne pas franchir pour les joueurs. Et cette décision-là et la façon dont ça s'est passé, en tout cas, ça va bien dans ce sens-là et je pense que c'est une excellente chose pour le sport. Ouais, parce que ça aurait été un petit peu la porte ouverte à un peu n'importe quoi. Voilà, en plus, il est rentré, enfin, je veux dire, il est rentré en rehab, hein, carrément en institut pour traiter son addiction au pari. Donc voilà, c'était quand même pas simplement j'ai mis 2 balles sur mon équipe, hein. On n'était vraiment pas dans ce cas de figure-là. Enfin, vous savez à quel point ce problème de pari est un problème de santé publique en 2026, que ça soit en France, mais encore plus aux États-Unis, où vous savez, on peut parier sur tout et n'importe quoi. Et vous savez que même nous, hein, on parle des spreads de Vegas, etc. pour discuter un petit peu quand on fait nos previews. Voilà, à quel point vous savez que le pari est important et on sait à quel point aussi, malheureusement, il brise des familles, il brise des gens et à quel point ce problème-là devient de plus en plus prégnant en 2026. Donc, je pense que c'est quand même une bonne chose. Il y a un petit peu de bon sens, on va dire, là-dedans. Mais le bon sens, il vient quand même de la réaction. Ce que je veux dire par là, Geoffrey, c'est que Texas Tech, voilà, ils pensaient être dans leur bon droit, ils ont fait tout pour défendre le cas de Brandon Sorsby sur en plus des bases purement sportives. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que tu les mets dans un autre. Enfin, ça aurait été n'importe quelle autre équipe, je pense que Texas Tech aurait été du côté des plaignants, entre guillemets. Donc, c'est aussi hypocrite de leur part. Moi, j'ai un petit peu du mal avec Cody Campbell, le méga donneur du côté de Texas Tech. Pour ceux qui ne suivent pas trop, c'est un nom qui revient énormément en ce moment du côté du monde du college football. C'est un ancien offensive lineman des Red Raiders au début des années 2000. C'est quelqu'un qui a fait fortune dans le pétrole, hein, histoire de pas changer les bonnes vieilles habitudes dans le Texas, qui a tout revendu son entreprise, qui est maintenant multimilliardaire et qui est devenu, grosso modo, le gros sugar daddy, hein, de Texas Tech, et qui finance à grands coups de millions le programme. Et ça explique pourquoi Brandon Sorsby est arrivé déjà à Texas Tech dans son premier temps, hein, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent maintenant du côté de Lubbock. Et voilà, et puis il est parti un petit peu en croisade, je vais sauver le college football, je vais sauver le college football. En fait, comme tout bon milliardaire qui se respecte, j'ai envie de dire, il veut surtout se sauver soi-même et ses petits intérêts avant les intérêts du groupe. Il avait acheté des droits pour faire des pubs en disant sauver le college, les sports universitaires. Pour l'instant, on n'en voit pas trop la portée, hein, qu'on soit très clair. Donc voilà, hypocrisie totale de la part de Connie Campbell. Après, voilà, c'est son intérêt, on sait comment les gens fonctionnent. Mais voilà, après, Texas Tech, je pense que Geoffrey, tu as raison. À mon avis, la plainte commune des équipes de la Big 12 a été un petit peu les clous dans le cercueil, hein, de cette affaire-là. Et je pense que ça se murmurait d'ailleurs que les équipes commençaient à dire mais on n'a pas envie de jouer contre Texas Tech. Il y a Michigan et Nebraska qui ont annulé dans la nuit. On a annoncé 2 rencontres. Alors je ne sais plus les sports, j'ai vu ça en pointillé, mais que voilà que toutes les ça allait même au-delà de la Big 12, mais la Big 12, voilà, quand un membre de la conférence dit nous on ne veut plus jouer contre eux, ça pose quand même énormément de soucis pour la conférence en tant que telle. Et je pense que tu as effectivement nommé le problème principal, c'est que ça portait atteinte à l'image de la conférence. Et on sait que les conférences quand même tiennent à leur image et à l'image qu'elles envoient. Et bien évidemment, ça pourra faire une transition pour notre prochain thème. Mais voilà, à l'aura qu'elles ont, notamment quand il s'agit de qualifier des équipes pour le CFP. Du coup, est-ce que tu penses qu'il va aller en NFL, enfin, il va aller en NFL sûrement, mais est-ce que tu penses qu'il peut réussir là, Day One je dois avouer que c'est la première fois qu'on a un cas un peu d'un QB qui va débarquer comme ça. Je suis assez excité de savoir où est-ce qu'il va tomber. Ouais, je sais pas. Après, en fait, là, le truc, c'est que déjà en NFL, tu récupères un mec qui n'a pas encore joué un snap en NFL, il a déjà fait de la rehab pour des paris sportifs. C'est pas faux. Ouais. Déjà, ça, il y a certaines équipes qui ne vont pas vouloir y toucher, surtout que Brandon Sorsby, c'est un très bon quarterback de college football. Maintenant, il n'avait pas le meilleur bras, c'était pas le mec le plus précis. Donc, moi, personnellement, j'ai du mal à voir qu'est-ce qui justifierait qu'une équipe NFL aille se coller ces problèmes-là pour un QB3. Maintenant, on verra bien. On sait-on jamais. Hein, je lui souhaite pas de mal, hein, mais si c'était moi qui prenais la décision dans une équipe NFL,
pour un mec qui va être QB3, voire QB4 de practice squad, je ne sais pas si j'ai envie de me faire ces nœuds-là au cerveau. Sachant qu'en plus, comment dire, exclu pour les 2 prochains matchs parce que Texas Tech lui avait donné 2 matchs de suspension et en fait, ils sont obligés de les appliquer en NFL aussi. Donc voilà, donc il va jouer, je ne peux même pas jouer les 2 premiers matchs. Donc, alors, je ne sais même plus quand est-ce que c'est la draft supplémentaire de la NFL, ça ne devrait pas trop tarder à mon avis. Justement, c'était dans pas longtemps parce que quand il y avait eu la La deadline, c'est 22 décision, juin, je vois. en fait, il y avait eu la décision de la NCAA de dire non et justement, Texas Tech en fait avait avait relancé un process d'appel de je sais pas quoi. Mm. En fait, ils ont fait l'injonction aussi pour précipiter, en Mm. gros, pour précipiter la réaction de la NCAA parce que si ça suivait les process habituels, ça aurait été jugé dans 2 ans et Brendan Sorsby aurait été inéligible. Mm. Et donc, voilà, donc c'est aussi parce qu'il y avait cette deadline-là qui approchait fortement. En fait, il n'y a pas encore de date, je vois, ça serait a priori mi-juillet en fonction du nombre de candidats, entre guillemets, à cette draft supplémentaire. Donc voilà, donc l'honneur, on va dire, est sauf, parce que je pense que ça aurait été quand même compliqué de justifier une telle décision. Donc voilà, donc Texas Tech est en recherche d'un quarterback, mais il se murmure qu'un certain Carson Gordon de UCLA pourrait être celui-là. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre, le portail il est fermé plus longtemps. Effectivement, le portail de football est fermé. Mais le portail d'athlétisme est ouvert il y a depuis pas très longtemps. Et ce brave Carson Gordon, donc qui est plutôt un QB double menace, vous le pensez bien, qui fait partie de l'équipe de track and field de UCLA, est rentré dans le portail des transferts. Il se murmure qu'il pourrait très bien débarquer du côté de Lubbock. Donc voilà, encore une fois, on va dire que tous les moyens sont bons d'arriver à ses fins, de choper son QB. Bah voilà, Texas Tech l'a montré. A priori, encore une nouvelle fois, mais ce n'est pas encore officiel. On va attendre un petit peu. Peut-être que je m'emballe, peut-être que ça ne sera pas le cas. En tout cas, voilà. Sinon, Texas Tech aurait peut-être trouvé un autre quarterback. En tout cas, voilà pour cette partie-là. Et une chose est sûre, c'est que que les cartes sont rebattues en Big 12. Alors, bon, Texas Tech va rester parmi les programmes favoris, mais quand tu perds ton QB juste avant que les camps d'été commencent, c'est quand même c'est pas incroyable pour la saison à venir. Donc, on verra. On verra ce qui va se passer en Big 12. Ouais, a priori, ça va être potentiellement Will Hammond, hein, le précédent qui avait remplacé Behren Morton l'année dernière quand il était blessé, qui pourrait jouer. On va voir tout ça. On aura le temps d'ici les previews d'en savoir un petit peu plus. Ok. Bon, c'était donc une décision qui va plutôt dans le bon sens. Par contre, il se murmure, et là, ça va plutôt dans le mauvais sens, que 12 équipes s'étaient passées au CFP et donc, certains décideurs, et notamment la Fox, aimeraient bien qu'on passe à 24 équipes dans le tournoi final de fin de saison. La Big 12, l'ACC et la Big 10 seraient plutôt pour. La SEC et donc ESPN seraient plutôt contre et aimeraient seulement un passage à 16. Bon, Geoffrey, on ne va pas se le cacher. Ce modèle à 12, à mon avis, il ne va pas rester très longtemps en place et on risque d'avoir une extension des playoffs d'ici peu de temps. Hein. Oui, je pense. En attendant, en fait, pour l'instant, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, ce qui bloque pour qu'il y ait un changement, dans l'absolu, l'avis de l'ACC et de la Big 12 dans cette situation-là, il est presque consultatif. Et en fait, c'est la Big 10 et la SEC qui décident. C'est à peu près, en tout cas, c'est comme ça que ça s'était tourné après les négociations précédentes pour le passage à 12. Et donc, en gros, là, c'est le désaccord entre la SEC et la Big 10 qui fait qu'on ne bouge pas, ce qui est une bonne chose. Surtout que, bon, voilà, autant le passage à 4 à 12, j'ai fait partie des défenseurs au début, puis je me suis rendu compte que c'était une erreur. Mais il y avait un soutien large du public. Là, globalement, le public, il est contre, l'avis global est contre l'extension des playoffs. Maintenant, faudra voir combien de temps ça va tenir. En fait, pourquoi est-ce que ESPN ESPN et la SEC, dans ce cas-là, c'est la même entité,
ne veulent pas du passage au-delà de 16, c'est parce qu'en fait, si les playoffs passent à au-dessus de 16, les droits télé redeviennent ouverts et du coup, ça permettrait du coup à la Fox, à CBS, enfin bref, je suis pas, enfin bref, à toutes les chaînes concurrentes de ESPN de pouvoir diffuser les playoffs, qui pour l'instant n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que ESPN veut garder les playoffs à 16 maximum, parce qu'ils gardent l'exclusivité pour la diffusion des playoffs. Et que la Fox, elle veut sa part du gâteau. Ouais, en fait, il faut bien comprendre que les deux entités, comme tu l'as dit, majeures dans cette affaire-là, c'est d'un côté la SEC avec ESPN et de l'autre côté la Big Ten avec la Fox, voilà, qui sont les deux plus puissants et deux chaînes les plus puissantes dans le monde du college football à l'heure actuelle. La Fox, pour rappel, ne diffuse pas pour l'instant, c'est-à-dire que c'est ESPN qui a l'ensemble des droits et ils revendent certains droits. On a vu à TNT cette année, et ça sera encore le cas cette année d'ailleurs, enfin l'année dernière, et ça sera encore le cas cette année, on va dire de sous-louer les droits du CFP, mais je pense que ça les arrange bien que la Fox pour l'instant n'ait rien du tout. Par contre, effectivement, un modèle à 24 équipes, ça veut dire, je ne sais pas ce que tu en penses toi Geoffrey, mais une refonte quand même du calendrier de college football qui, à l'heure où on se parle, est déjà pas très compatible avec des playoffs à 12, parce que quand on voit le temps qu'il faut entre les matchs du premier tour et la finale nationale, c'est quand même beaucoup trop long. La saison elle devient beaucoup trop longue. Mais si en plus ça passe à 24, alors je ne sais pas trop, dans le modèle actuel de la saison, je ne vois pas trop comment ça peut tenir. Pour moi, le passage à 24, ça voudrait dire la mort des balls. Mais vraiment, déjà que l'intérêt des balls est beaucoup plus limité ces dernières saisons. Il y a énormément d'opt-out. Les joueurs qui veulent rentrer sur le portail des transferts, évidemment, ils ne veulent pas jouer. Tous les joueurs qui veulent jouer en NFL, ils ne jouent pas pendant les balls. Et avec les changements d'entraîneurs, etc., il y a des équipes qui se retrouvent sans même la capacité de jouer un ball. Alors, ce n'était pas votre cas cette année, mais je pense que Oklahoma State, s'il avait fallu jouer un ball cette année, ça aurait été extrêmement compliqué juste de réussir à avoir 22 mecs pour pouvoir jouer sur le terrain. Donc, en fait, les bowls, avec le passage des playoffs à 12, et encore plus si on passe à 24, serait vraiment terminé et un reliquat du passé. Et du coup, la chose juste et intelligente, ça serait de mettre les playoffs pendant le moment où il y a les balls, et en fait d'essayer de se débrouiller pour faire que le dernier match soit joué soit le 1er janvier pour la finale, soit vraiment la semaine d'après. Alors là, on va rentrer dans d'autres considérations parce qu'il y a le Rose Bowl qui ne veut jouer que le 1er janvier, donc du coup, ils vont vouloir une demi-finale, et ça ne va pas plaire aux autres bowls majeurs, mais bon. En fait, à un moment, la tradition du Rose Bowl, elle est chouette, mais elle ne va plus du tout être compatible avec le reste du CFB. Et pour moi, si le Rose Bowl ne se joue plus le 1er janvier, mais en fait le Rose Bowl n'est plus le Rose Bowl. Le Rose Bowl, c'est une marche pour aller gagner le college foot, pour aller gagner le titre national, en fait. Après, effectivement, déjà, les conséquences du passage à 12, on commence à les ressentir. Il y a énormément de grosses affiches entre équipes qui sont annulées. Là, je pense à Oklahoma State qui devait rencontrer Alabama. Alabama a décidé de ne plus jouer ces matchs-là. Le passage de 9 matchs de conférence en sec, en fait, impacte beaucoup, beaucoup le calendrier. J'étais un partisan, qu'on soit très clair, que toutes les équipes soient à pied d'égalité. Alors, j'aimais bien 9 parce que je trouvais que c'était plus sympa d'avoir plus de matchs de conf. Mais en fait, ça enferme complètement maintenant les équipes dans un calendrier qui va être vachement moins fixe, plus fixe qu'avant. Je pense notamment à des équipes en sec qui jouent, qui ont une équipe rivale en dehors de la conférence, du type Georgia, du type South Carolina, etc. South Carolina, ouais, tout ça. En fait, ça fait que Florida, donc en fait, les équipes vont jouer grosso modo une équipe FCS, une équipe de leur rivalité, une équipe du groupe of six, et merci, au revoir, les 9 matchs de conf. Et en fait, ça fait que le college football, les affiches vont de moins en moins être
intéressante. Il n'y a plus d'intérêt maintenant et Texas l'a bien montré l'année dernière, il n'y a plus d'intérêt finalement à programmer des gros parce qu'en fait, une défaite, bah, ça se retourne quand même contre vous, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, donc c'est un petit peu dommage et je pense qu'avec un passage à 24, à 16 ou à 24, on sera encore plus là-dedans avec des conférences qui vont éviter au maximum de se croiser pour éviter les domaines de comparaison en mode ah mais lui il a battu lui qui a battu lui, etc., etc. Et en fait ça va être complètement voilà, on va retomber sur pas un régionalisme mais plutôt on va dire un, euh, un conférencisme, j'ai envie de dire, où toutes les équipes resteront dans leur conf. Et ça va être un petit peu dommage. Et en fait, c'est aussi le fait des conférences qui sont maintenant beaucoup trop grandes et qui en fait font que voilà, on arrive avec des aberrations. Vous avez forcément vu cette stat passer que Léo Messi a joué au Cal Stadium avant Georgia, alors que Georgia, ça fait maintenant 15 ans qu'ils sont dans la même conférence que Texas A&M. Voilà, on est à niveau de ces aberrations-là et malheureusement, ça risque de s'accélérer. Donc, à voir, mais voilà, une refonte du calendrier me semble évidente. On pense beaucoup à un début de saison qui se passerait en week 0 et en plus en week 1 pour gagner une semaine sur la saison régulière. On n'en est pas encore là, mais voilà, on va dire le calendrier du college football va être amené à changer parce que la post-season va changer, et comme la post-season va changer et va s'élargir, qu'on soit très clair, ça ne sera jamais un retour en arrière à partir de maintenant. La saison régulière doit changer avec, bien évidemment, toutes les conséquences que ça peut avoir derrière, mais je ne vais pas revenir dessus. Vous savez à quel point je suis triste de voir une saison régulière qui a de moins en moins d'intérêt. Voilà. Geoffrey, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce CFP qui risque de passer à terme à 16 ou à 24 en fonction des négociations? Non, pour moi, on a fait le tour du sujet. Je vais juste revenir vite fait sur les calendriers de Conf A9. Du coup, en sec, puisque c'est surtout ça le gros changement. Ça va être un très très gros changement. Et bah oui, en fait, ce qui est dommage surtout, c'est que des affiches de prestige, et je pense d'ailleurs que le programme qui perd le plus là-dedans, c'est Notre-Dame. Mais des affiches de prestige de matchs qu'on voyait pas souvent, bah, comme là, Oklahoma a fait un home and home avec Michigan et Texas a fait un home and home avec Ohio State. Ça n'arrivera plus. Texas, s'ils sont pas qualifiés, c'est pas parce qu'ils perdent contre Ohio State, hein, c'est parce qu'ils perdent contre Florida. Faut quand même, voilà, hein, c'est pas la défaite contre Ohio State qui a fait que Texas ne s'est pas qualifié en playoff. Certes. Mais oui, je suis d'accord, ces matchs-là vont mourir. Et par contre, bah, effectivement, le perdant là-dedans, c'est Notre-Dame, parce que bah, il va avoir de plus en plus de mal à avoir un calendrier convaincant, même si Notre-Dame, ça reste extrêmement prestigieux et c'est l'assurance de remplir son stade, puisqu'ils ont des fans partout dans le pays. J'ai du mal à voir pourquoi est-ce que des Alabama, LSU, et puis même en Big Ten, hein, Ohio State, Michigan, ouais. Même USC, hein, on l'a bien vu, il n'y aura pas de USC USC a Notre-Dame cette année. USC a stoppé la rivalité, oui. Et pourtant, voilà, Notre-Dame avait des rivaux naturels hein, en Big Ten. Ils vont jouer Michigan State d'ailleurs cette année. Mais voilà, ces matchs-là deviendront pour le Fighting Irish de plus en plus compliqués à programmer. Donc voilà, effectivement, comme tu l'as dit, c'est peut-être une histoire aussi de forcer la main pour que Notre-Dame joigne une conférence. Voilà, on sait qu'ils ont le partenariat de jouer 5 matchs par saison avec l'ACC. Mais voilà, on sait quand même que le fit le plus naturel, ça serait quand même la Big Ten, notamment maintenant avec l'arrivée de USC dans la conférence. Mais bon, on n'en est pas là. Je sais que Gus tient à cette indépendance et je peux le comprendre aussi. Mais finalement, est-ce que le monde ne serait pas plus simple si toutes les facs n'étaient pas indépendantes? Ça ferait un petit peu leur micmac. Il y a un autre sujet qui est vaguement en accord avec enfin, pour parler un peu des playoffs, et on a parlé un peu de sous et des droits télé. Il a commencé à y avoir des mouvements au Congrès. Alors, ça peut être très long à mettre en place, mais il a été évoqué que potentiellement, en fait, les droits du CFB seraient négociés dans leur globalité.
par tout le monde. Alors, il n'y a pas eu encore de comment est-ce que les droits télé seraient repartagés, mais c'est ce qui était le cas dans les années 60 jusque dans les années 80. Je crois qu'il y a eu un procès qui a fait Tout à fait. que les facs, puis ensuite les conférences ont négocié leur contrat ensemble. Mais si ça passait au niveau du Congrès et qu'il y avait une exception qui était faite et qui disait que le CFB doit être négocié en entier et que, alors là, ça on verra, mais j'y crois pas trop, mais ça serait vraiment le summum, et que ensuite les droits télé, ils sont répartis équitablement entre l'intégralité des facs. Les Je pense que la Big Ten et la SEC qu'on a maintenant, elles ne dureraient pas longtemps, puisque l'intérêt de ces conférences-là, c'est de ramener toutes les grosses marques, du coup d'être les conférences qui ont le plus de sous, mais si tu ne gagnes pas plus de sous à jouer dans une conférence plus difficile, ça pourrait rebattre complètement les cartes. C'est complètement hypothétique, c'est des discussions Tout à au fait. Congrès, il n'y a pas de texte de loi, rien du tout par rapport à ça. Mais ça pourrait être ce qui sauverait un peu l'histoire du Mm. CFB et le CFB tel qu'on l'a connu, et que cette période extrêmement bizarre de quelques années sera une anomalie dans l'histoire du CFB. Peut-être. C'était d'ailleurs une proposition de loi bipartisane, hein. C'était mené et par un démocrate et par un républicain. On sait que Nick Saban a été convié par le Congrès voilà, pour témoigner. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. Après, hein, ça va peut-être accoucher d'une souris, c'est aussi possible. Mais voilà, on sent bien quand même que le sport universitaire, et notamment le CFB, est quand même on va dire, à la croisée des chemins. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais là, c'est très clairement le cas. Les politiques s'en mêlent. Euh, L'autre orange qui leur sert de président a fait aussi une déclaration en ce sens-là. Enfin bref, a demandé à ce qu'on légifère dessus. Enfin bref, voilà, on sent quand même que il va se passer des choses. Est-ce que ça va stabiliser la situation? Je ne sais pas. Est-ce que ça va la rendre encore plus bordélique? Je ne sais pas non plus. On verra. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise sur ces prochains mois. Geoffrey, au rayon des bonnes nouvelles, parce que je sais que tu es un joueur PC et je suis un joueur PC, on a une bonne nouvelle pour le prochain eSport College Football 2027, puisqu'il sera dispo sur PC, enfin, j'ai envie de dire. Enfin, un an après tout le monde, on va pouvoir y jouer. Je suis très content. Maintenant, ça va, pour eux, c'est juste tout bénéfique. Peut-être qu'il fallait attendre un an pour qu'ils puissent faire un portage correct du jeu. Par contre, pour ceux qui ont beaucoup joué, et j'avoue que je ne sais pas du tout, hein, mais s'il y avait des problèmes de gameplay, des gros problèmes, etc., puisqu'à mon avis, ils se sont probablement concentrés sur le portage sur PC, c'est que des suppositions que je fais, hein, j'ai aucune info, mais je pense qu'il n'y va pas y avoir énormément d'évolution à part les rosters, et je sais qu'ils ont fait plus de stades. Je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'évolution de gameplay dans le jeu. Ouais, effectivement, alors moi, sur PC, qui dit PC dit mode aussi, hein. De toute façon, voilà, les joueurs PC qui nous écoutent, vous savez Mhm. très bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire une modification du jeu, des équipes différentes, des équipes supplémentaires, enfin bref. Et ça, c'est quand même très cool. En plus d'avoir le jeu, c'est d'ailleurs toute la possibilité qui arrive derrière de la communauté qui s'y met. Donc ça, c'est vraiment très très Avec bien pour. avec des modes historiques pour rejouer des vieilles saisons, etc. Donc bien hâte d'y être. Pour rappel, le jeu sort le 9 juillet 2026. Et si vous achetez la élection de luxe, blablabla, blablabla, vous pourrez y jouer a priori à partir du 6 juillet. Donc ça va quand même relativement arriver rapidement. En tout cas, nous, on a bien hâte de tester tout ça. Je pense qu'on fera des sessions stream comme ça avait été le cas les années précédentes sur le Twitch. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé sur Twitch d'ailleurs. Donc ça sera l'occasion. Geoffrey, ça fait à peu près un peu moins d'une demi-heure qu'on se parle. On va discuter un peu de portail et transfert maintenant. On va vous donner quelques noms, quelques bonnes pioches et on va dire, équipes qui ont tiré les marrons du feu, j'ai envie de dire, du portail des transferts qui a été, on le sait, plus actif que jamais. Ouais. Ouais, je vais vous parler rapidement des gagnants. Pour faire cela, je vais utiliser le classement de Onfree plus que le classement de 247. Si vous avez suivi ce qu'on a fait les années précédentes, on avait plutôt tendance à utiliser 247.
Mais ce que Onfree a fait cette année, et qui, je pense, est une excellente chose pour juger le portail des transferts, il ne juge pas que sur la qualité des joueurs qui arrivent, mais il juge aussi par rapport à la qualité des des sortants, pardon, et ils essaient d'estimer si le programme est gagnant ou pas. Donc, d'après eux, et je pense que je suis assez d'accord, donc les premiers gagnants, c'est Indiana, avec notamment Josh Hoover, hein, le quarterback de TCU qui arrive pour remplacer Fernando Mendoza. Ça, c'est la prise principale d'Indiana. Et donc, il récupère 17 joueurs et il y en a 10 qui sortent. Et il gagne, enfin, d'après les notations qui sont faites, en tout cas, il gagne en qualité de joueur, en plus de gagner de la quantité de joueurs. Donc, Indiana sont les premiers gagnants. Les deuxièmes gagnants, mais attention, ça va être à réviser, c'était Texas Tech. Texas Tech qui font égalité sur les entrants et les sortants, mais qui gagnaient en qualité comme Indiana. Maintenant, sans Brendan Sorsby, ça va changer les choses pour Texas Tech. Lui qui était le deuxième joueur du portail, donc un 5 étoiles sur le portail. Texas Tech sera sûrement plus bas. Maintenant, ils font quand même partie des gagnants parce qu'ils sont allés récupérer des très belles pièces défensives. Ils sont allés récupérer de la ligne offensive. Louisville sont gagnants. Ce qui avait fait leur succès l'année dernière, hein, de toute façon. Hein. Exactement, ils ont refait la même recette. Hein. Louisville, beaucoup de mouvements. Ils sont estimés comme étant gagnants. Pourtant, moi, ça me surprend un peu qu'il y ait encore autant de mouvements à Louisville alors qu'ils ont un entraîneur qui est en place depuis plusieurs saisons, mais c'est comme ça. Texas A&M, on s'en sort bien, on gagne plus de joueurs qu'on en perd et on gagne en qualité. LSU, globalement, l'arrivée de Kiffin est censée être bénéfique, mais gros changement, hein, 41 joueurs qui arrivent, 34 partants. Virginia Tech, pareil. Houston qui s'en sort très bien. Houston, hein, qu'il va falloir commencer à surveiller très sérieusement. Eux aussi, hein, ils ont des boosters qui mettent de l'argent. Le Texas, c'est en train de. Le Texas, il y a toujours plus d'argent qui coule à flot. Il va y avoir 4 équipes compétitives pour le recrutement sur place. Donc, même pour. Et ça va impacter l'ensemble du pays, hein, parce que le recrutement du Texas, ça alimente la plupart des top facs. Notre-Dame s'en sort bien, Texas s'en sort bien. Voilà, bon, je ne vais pas vous dérouler tout le classement. Voilà, ça c'était le Arkansas s'en sort bien aussi, pareil, avec beaucoup de mouvements. Donc ça c'était le top 10. Et on va parler aussi des joueurs clés qui ont changé d'équipe. Donc le numéro 1 sur le portail, c'est l'ancien quarterback d'Arizona State, Sam Leavitt, donc, qui arrive à LSU. Et donc, c'est le numéro 1 sur le portail, le QB numéro 1. Donc, Brendan Sorsby était le QB numéro 2. Il ne jouera pas. Et le troisième QB, c'est Drew Mestemaker, donc, qui arrive du côté d'Oklahoma State en provenance de North Texas. Donc, très belle prise pour tes Cowboys, Baptiste. J'espère qu'il y aura du succès à la suite de cela. Ouais, on verra un nouvel environnement, donc on ne sait jamais, surtout sur des QB assez jeunes. Hein, tu vois, autant Sam Leavitt, tu vois, il a une grosse expérience. Il vient de Michigan State avant Arizona State. Il est senior maintenant. Enfin, non, il est junior, pardon. Il est redshirt junior, excuse-moi. Mais en tout cas, il a beaucoup d'expérience. Alors, il s'est blessé, mais c'est un peu, comment dire, il y a moins de chances que ça plante du côté de Sam Leavitt que de Drew Mestemaker. Voilà. Après, on ne va pas faire la fine bouche. Hein. Il a été extraordinaire du côté North Texas, donc très très bien. C'était un top QB sur le portail. Si je te voyais il y a un an, en 2025, et je te disais en 2026, tu vas récupérer le troisième meilleur QB du portail, tu m'aurais pas cru. On a Dylan Raiola aussi, qui part de Nebraska et qui va à Oregon. Il va cite un an derrière Dante Moore. Donc, il fait le même move que Dante Moore avait fait juste avant. Et donc, Oregon qui commence à vraiment se placer comme un haut lieu pour les quarterbacks. Parce que quand tu arrives à attirer des quarterbacks titulaires de Big Ten ou de SEC et que tu les fais attendre un an derrière ton starter pour qu'ensuite ils jouent derrière toi,
C'est vraiment c'est une excellente nouvelle pour Oregon en tout cas, et ça montre bien la santé du programme. Darian Mensah, ça aussi, ça a été un transfert un peu compliqué. Il y a eu des histoires entre Duke et Miami. Et donc, Darian Mensah, donc, qui part de Duke, qui arrive chez les Hurricanes. Qui eux aussi se sont grandement renforcés par le portail et qui, une fois de plus, vont chercher un QB sur le portail. On a Josh Hoover, donc on en a parlé, qui va de TCU à Indiana. DJ Lagway avec les changements d'entraîneur qui part de Florida et qui va jouer à Baylor. Donc Baylor a surveillé, DJ Lagway a surveillé avec ses problèmes de blessure et avec une ligne offensive qui n'était pas incroyable l'an passé à Baylor. On verra bien. Rocco Becht. Vas-y, là, parmi tous ceux qu'on a cités, il y a un fit que tu aimes bien. Est-ce qu'il y a un transfert qui te dit celui-là, ça va être bien là? Josh Hoover à Indiana. Ouais. Indiana, c'est un peu un pari sûr. Moi, l'autre que j'aime beaucoup, on n'en a pas encore parlé, c'est Byron Brown du côté d'Auburn. C'est un QB expérimenté qui connaît très bien le coach, puisque c'est Alex Golesh qui arrive de South Florida. C'est un QB expérimenté qui arrive à Auburn. Même si à Auburn, on a perdu Cam Coleman, on a quand même des très très bons receveurs. Et donc là, on va avoir un QB d'expérience qui va être là, qui va permettre de remettre les choses en place du côté de Auburn. Plus discret, beaucoup plus discret, mais j'aime bien Aaron Philo à Florida. C'est le backup à Georgia Tech l'an passé, mais il arrive avec son coordinateur. Et il y a un très bon jeu au sol. Il va être là pour distribuer, pour mettre les choses en place. C'est pas un gros nom, donc il va pas avoir tant de pression que ça de la part de la fanbase, contrairement à DJ Lagway. Donc je pense que ça peut faire du bien à Florida. Dylan Raiola, je pense que ce qu'il fait, c'est une excellente idée. C'est un move très très intelligent de sa part. Et voilà, maintenant, Sam Leavitt à LSU, je sais pas. Moi, je suis pas hyper emballé. Je suis comme toi, je suis pas hyper emballé. Par contre, ce qu'a fait Lane Kiffin au niveau de sa QB room, c'est hyper intéressant parce qu'en plus de Sam Leavitt, il a aussi récupéré Usain Longstreet qui arrive du côté de USC. Et également, alors ça, c'est un joueur que vous n'en avez pas forcément parlé, Landon Clark de Elon. Elon, c'est du FCS et c'est un joueur qui a sorti des énormes stats l'année dernière avec Elon. Donc, il a une QB room qui est très, 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 très intéressante. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait. Très belle QB room à LSU. Clairement, Sam Leavitt est le titulaire. Il n'y a pas de QB battle. Les deux, Usain Longstreet, je pense qu'on lui a dit, parce que Usain Longstreet, c'est un ancien 5 étoiles. On lui a dit, tu restes un an derrière Sam Leavitt et après tu vas jouer. Et le QB d'Elon, on lui a dit, vas-y, tente ta chance. On verra bien ce qui se passera. Donc, dans les autres gros noms sur le portail hors quarterback, donc on a Cam Coleman, le receveur d'Auburn qui part à Texas. Excellente prise pour Texas. C'était le meilleur joueur hors quarterback disponible sur le portail des transferts. C'est un top 5 receveur du college football et je pense qu'il n'est pas 5e. Alors, il n'est pas premier parce que la première place, c'est Jeremiah Smith, mais je pense que c'est un top 3 receveur en college football et que là, il va avoir un vrai quarterback qui va lui lancer des ballons et ça va faire la différence. LSU qui récupère Jordan Seaton, donc l'ancien 5 étoiles du Maryland qui avait commis à Colorado, donc qui transfère à LSU. Il y a des très bons linemen, mais ça, on va pas forcer. Ça intéresse moins les gens souvent. Prince Will Melen qui suit Lane Kiffin à LSU. Damon Wilson qui retransfère encore une fois de plus, donc 3e programme en 3 ans pour l'ancien 5 étoiles, donc il va du côté de Miami. Ça réussit bien au lineman Miami, mais on verra. Arizona State qui récupère un joueur du top 10 en la personne de Reed Harris qui arrive de Boston College. Et moi, surtout un autre transfert que j'aime beaucoup, c'est Chas Coleman, l'edge de Penn State, qui était très haut, etc., qui arrive du côté de Tennessee.
qui va faire Alors, je pense qu'il peut faire des très très bonnes choses du côté des Volunteers, qui en plus devrait être mené par leur défense, donc il va se retrouver à une très très belle place pour moi. alors, par contre, je crois qu'il est un peu dans la sauce. Je crois qu'il est plus dans le programme, si je dis pas de bêtises. J'ai vu passer la news il y a quelques à Ah, vérifier, mais je crois qu'il est déjà dans des problèmes extra-sportifs, on va dire, et je crois qu'il ne jouera pas avec les Volunteers. d'accord. Ah bah, je C'est vais vous c'est- c'est- donner. c'est passé un peu under de radar, comme on dit, parce qu'avec toutes les bordels qu'il y a eu actuellement en CFP, on n'a pas forcément fait gaffe. Mais oui, oui, malheureusement, je pense qu'il ne jouera pas avec Tennessee. Moi, quelques transferts que j'ai bien aimés, il y a Coy Parrish, hein, bien évidemment, le safety de Minnesota du côté d'Oregon. De toute façon, Oregon a très bien travaillé sur le portail des transferts. Coy Parrish, alors, il sort d'une saison un peu plus compliquée avec Minnesota, mais son année 2024 est excellente. Vraiment, je pense que c'est un joueur qui peut faire vraiment démarrer du côté d'Oregon. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Texas, hein, sur le portail des transferts, notamment sur la ligne offensive. Je pense qu'offensivement, ça va être enfin, vraiment Ouais. très, très intéressant. Ils ont récupéré le tackle Melvin Siani de Wake Forest. Enfin, ils se sont vraiment, vraiment renforcés sur la ligne offensive et je pense que ça va être voilà, le duo ligne offensive plus Manning plus Cam Coleman. Je pense que ça peut vraiment, vraiment faire des étincelles. Donc voilà, très, 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 très emballé, j'ai envie de dire, parce ce qu'a fait Texas. Maintenant, il n'y a plus qu'à, hein, qu'on soit très clair. Voilà un peu les noms que j'ai bien aimés. Je vais vous dire, hein, je vais parler un peu d'Ivy League. Alors, Josh Hoover est parti du côté de TCU à Indiana. Mais TCU, on va dire, plutôt plus que bien remplacé à la période de Jalen Craig, qui était euh, peut-être un des meilleurs joueurs de FCS les 2 dernières années. Donc, quarterback avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Il a été titulaire 2 ans de suite avec Harvard. Un joueur que vraiment, vraiment, vraiment j'aime beaucoup. Alors, il a un peu chié dans la colle à certains moments, mais je pense que ça vient plutôt du supporting cast qu'autre chose. Voilà, je suis assez hypé parce qu'il va montrer du côté de TCU. Voilà, Jaden Craig, un joueur là, qui est forcément intelligent, hein, il vient de Harvard. Hein, voilà, on va pas revenir sur le cursus universitaire, mais voilà, c'était plutôt sympa et je suis très content de voir un joueur d'Ivy League qui arrive dans le Power 4 pardon, et titulaire. Et je vais dire un autre nom qui vient d'Ivy League. Alors lui, il jouait du côté de Duke cette année, mais il part du côté de Miami avec son QB, c'est Cooper Barkate, le receveur numéro 1 de Duke, qui, je pense, va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien à cette attaque de Miami. Voilà, un joueur hyper explosif qui était du côté de Harvard il y a 2 ans maintenant et qui jouait du côté de Duke, du côté des Blue Devils et qui était l'un des meilleurs receveurs sur le portail de transfert. Et voilà, il va apporter de la profondeur à ce poste de receveur qui manquait un petit peu, hein, du côté des Hurricanes. Hein. Oui, oui, parce que l'an dernier, ils se sont retrouvés avec un true freshman qui était leur meilleur receveur et leurs autres receveurs qui avaient un peu de mal. Du coup, je vais quand même vous donner un autre nom que Chas Coleman, hein, Ouais. s'il ne joue pas. Justice Haynes, qui a fait des très très belles performances à Michigan, hein, qui leur a sauvé la saison, je pense, à certains moments, hein, parce qu'il a fait il a enchaîné des matchs à 200 yards. Enfin, il a fait surtout au début de la saison, et qui va du côté de Georgia Tech. Donc, à Georgia Tech, ça continue de bien bien travailler. Et c'est un très très bon joueur, hein. C'était le meilleur running back sur le portail des transferts. Donc, pour un portail comme Georgia Tech, c'est à signaler, je pense. Ouais, on est d'accord. Et du côté de Texas A&M, là, tu as des joueurs, tu es content là, de voir débarquer là? Je dois avouer que il y a tellement. Alors, c'est vrai que c'est quand même compliqué à suivre, hein, parce qu'il y a tellement de noms qui bougent. Toi, est-ce qu'il y a des joueurs que tu es vraiment content de voir arriver et des joueurs, au contraire, c'est un peu triste de voir partir? Ouais, et ben du côté de Texas A&M, on a reconstruit la ligne offensive. 4 ou 5 de nos starters, je me souviens plus, sont partis à la draft. Donc, il a fallu qu'on remplace du monde des gens à ce niveau-là. On va chercher Isaiah Horton, le receveur de Alabama, qui a un profil très similaire à Casey Conception, donc pour le remplacer. On est allé récupérer aussi un très très bon cornerback. Et sur le recrutement au plus global, Mike Elko met des gros accents sur les defensive backs et sur la ligne offensive. Et donc, de ce côté-là, on recrute des excellents joueurs très régulièrement.
Après, ouais, de manière globale, on a fait un assez bon portail. On perd des recrues qui n'ont pas réussi chez nous et on va chercher des gens qui réussissent bien là où ils étaient passés avant. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Après, il y a toujours les échanges de 4 étoiles qui ne marchent pas entre top programmes, mais ça voilà, c'est assez C'est la classique. vie. C'est assez C'est la classique dans notre collège football actuel. Et donc là, on m'a parlé des programmes qui ont bien profité de ce portail de transfert. Est-ce que, à contrario, tu as des programmes où ça a été beaucoup plus compliqué? Est-ce que tu as des noms qui te viennent un petit peu en tête, là, comme ça? Bah, les plus grosses victimes dans le Power 4, Iowa State, Bien sûr, ouais, c'est clair. évidemment, Duke qui perd fort, Utah qui perd fort. Michigan, de façon assez surprenante, il y a eu pas mal de mouvements et ils perdent en quantité et en qualité. Après, Michigan, voilà, il ne faut pas s'inquiéter pour eux tout de suite, mais Mhm, un mouvement de coach, hein, même à Michigan, ça fait du mouvement. North Carolina, hein, donc le projet Bill bien sûr. Belichick qui continue à s'enliser, c'est aussi des perdants du portail. Euh, Penn State, hein, eux, c'est des perdants de ce cycle de recrutement, Mhm. puisqu'ils s'y sont pris très tard. Heureusement qui débarque avec la moitié de son effectif. Mince, j'ai oublié le nom de l'entraîneur, mais mince, Matt Campbell, ouais. Matt Campbell. Mais voilà, c'est des perdants. Et après, globalement, globalement, après, bah, les programmes qui perdent. Après, bah, c'est les programmes qui sont plus petits les Ouais, qui plus sont plus petits petits, ouais, programmes du qui Port sont. Fort et qui se font manger. Bien sûr. Et qui se font manger par les autres, leurs meilleurs joueurs. Voilà, mais sinon, Georgia qui perd un peu sur le portail Ouais. des transferts, mais qui recrute avec enfin, ils ont un tel recrutement lycéen de qualité que pour eux, c'est extrêmement Mhm. difficile de s'améliorer. USC qui a fait un gros cycle de recrutement lycéen, Mhm. qui fait pas un portail des transferts extraordinaire. Alors, purement sur le plan comptable, je crois qu'ils sont allés chercher des très très bons joueurs. Par contre, USC, Mhm. voilà, on verra ce que ça donne. Mais après, sinon, ouais, il y a pas de grand perdant. Même Arizona State arrive à s'en sortir malgré la perte de Sam Leavitt. Ouais. En fait, c'est vrai que c'est surtout les grands perdants, hein, c'est les plus petits programmes et donc le groupe of six, puisque voilà, c'est un peu vaste communicant, c'est-à-dire que les gros programmes vont chercher dans les plus petits programmes du Power 4 et les programmes du Power 4 vont chercher dans les programmes du groupe of six. Et puis voilà, et puis le portail, c'est qu'une partie du recrutement. Le recrutement lycéen compte quand même, c'est-à-dire qu'effectivement, si Georgia, on dit, ouais, mais ils n'ont pas bien recruté sur le portail, peut-être que ça se compensera avec le recrutement classique, entre guillemets, même s'il est moins important qu'avant, il reste quand même relativement important. Voilà, moi, je me fais un peu plus de soucis pour Baylor, par exemple, des programmes qui sont déjà en difficulté. Et voilà, et dont le coach est quand même très clairement sur la 7. On les voit, hein, les Baylor, les Boston College, ouais, et puis même des programmes qui redémarrent un cycle, Michigan State. Voilà, tous ces programmes-là qui sont soit en changement de coach, soit qui potentiellement vont changer de coach. On sent quand même que c'est un petit peu plus compliqué de se renouveler ou en tout cas d'attirer. Donc voilà, après, il y a des programmes qui effectivement ont profité, à contrario d'un arrivée d'un nouveau coach pour très bien recruter ce portail de transfert. On pense bien sûr à Virginia Tech, hein, qui a recruté beaucoup de joueurs qui viennent de Penn State et qui, bah, en fait, quand on les prend en termes de talent pur, sont probablement meilleurs que les anciens joueurs des Hokies. Donc forcément, ça fait monter le classement, on va dire. Mais voilà, il faut prendre toujours un peu de hauteur sur ces classements de recrutement. Pourquoi ils sont très hauts? Qu'est-ce qui explique ça? C'est par exemple pour Oklahoma State, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est relativement haut dans le classement, mais ça vient du fait qu'on ait recruté beaucoup de joueurs de North Texas qui ont beaucoup performé de la saison d'avant, et qu'à contrario, on a perdu beaucoup de joueurs qui ne performaient pas parce qu'on a été nul à chier l'année d'avant. Donc voilà, en fait, il faut toujours prendre un petit peu de hauteur vis-à-vis de ça. Mais voilà, il faut croiser, on va dire, le transfert des portails avec le recrutement des lycéens pour avoir une vision un petit peu plus fine. Voilà. Geoffrey, est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce que tu veux qu'on parle d'autre chose avant qu'on rende l'antenne, Euh, j'ai envie de dire? on n'en a pas parlé. Mince. Et c'est là qu'un trou de mémoire arrive. On peut parler rapidement de la Mountain West et de la Pac-12. Ouais, Il si y a tu eu veux, des ouais. mouvements et comme ça, comme il y a une nouvelle conférence qui arrive, on va vous parler
On va vous rappeler aussi les écoles qui font partie de chacune de ces conférences, du coup, désormais. Donc, Alors ça a pas mal bougé, vas-y, Geoffrey, je t'en prie. ouais, donc, ouais, d'ailleurs, je suis sur le site de la Mountain West qui n'est pas à jour, donc ça va être sympa de retrouver les membres des conférences. On peut parler de ça quand même. North Dakota State arrive C'est comme une énorme en nouvelle. FBS. Pardon? Je dis c'est une énorme nouvelle, puisque voilà, North C'est une Dakota énorme State, nouvelle. voilà, c'est le powerhouse du côté de la FCS. Donc, ils rejoignent la Mountain West qui sera composée de Air Force, Hawaii, Nevada, New Mexico, North Dakota State, Northern Illinois, qui arrive du côté depuis la MAC, San Jose State, UNLV, UTEP et Wyoming. Donc, c'est une Mountain West qui a quand même pas mal changé, qui a pas mal perdu leur gros programme, puisque leurs gros programmes sont partis du côté de la Pac-12. Alors qu'on soit très clair, la Pac-12, elle a gardé son nom canal historique, mais voilà, elle est loin d'avoir quand même le prestige d'avant. La Pac-12 maintenant, c'est Boise State, Colorado State, Fresno State, Oregon State, San Diego State, Texas State, Utah State et Washington State. Donc vous avez bien compris que si vous n'avez pas un nom en State, vous ne pouvez pas faire partie de la Pac-12. Voilà, c'est une Mountain West 2.0, on peut l'appeler un peu comme ça, la Pac-12 maintenant, quoi. Ouais. Bah oui. Enfin, la Pac-12, il garde le nom, mais c'est une conférence complètement différente. Ça va être intéressant à suivre, malgré tout. Boise State sera toujours bien placé, à mon avis, mais ça, on verra si on vous fait une preview à ce niveau-là. Et par contre, du côté de la Mountain West, en fait, North Dakota State arrive et il pourrait, parce que je ne vois pas de gros favoris qui se dégagent, ils pourraient, dès leur première saison, arriver et s'imposer, comme on a pu voir James Madison le faire. Surtout que James Madison était un excellent programme de FCS. Aucun programme de l'histoire du college football, même Alabama en FBS, n'a eu la domination que North Dakota State a sur la FCS depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Mais je crois que c'est 9 titres en 15 ans. Nick Saban avait fait 615 à Alabama, c'est pour vous dire. Et surtout qu'ils ont changé de coach régulièrement. C'est que ça a continué, quels que soient les entraîneurs qui sont arrivés. Donc North Dakota State, une machine à gagner en FCS, et on verra ce que ça va donner en FBS, mais en tout cas, c'est excitant. Et puis, mine de rien, tu vois, James Madison a montré quand même que ce saut entre le FBS et FBS, mine de rien, s'il est bien préparé, tu peux être directement compétitif, de toute façon, parce qu'on a bien vu que les talents, quand même, ont tendance à quand même aller plus, à se centraliser sur l'ensemble des facs du Power 4, et ce qui fait que les facs du Group of Six, je pense qu'une très forte équipe FCS, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence avec les équipes du Group of Six, et donc forcément ça s'est vu, et je pense que ça se verra de plus en plus dans les années qui suivent, s'il y a des programmes qui veulent franchir le pas. Ok, d'autres choses à discuter, mon petit Geoffrey? Non, là, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour sur les news principales du college football. Ouais, très bien, très bien. Et ben voilà, ça nous a permis de faire un petit épisode pendant, que vous pourrez écouter entre deux matchs de la Coupe du Monde de foot qui se passe donc au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Alors, pas de stade de college football utilisé à proprement parler. Alors, il y a le stade de Temple, puisque le stade de Philadelphie est utilisé, donc c'est aussi le stade de Temple. Mais voilà, en tout cas, voilà, on sait que les États-Unis sont malheureusement, heureusement, à l'honneur tout au long de l'été, on va dire ça comme ça. On a eu quelques matchs qui se sont déroulés dans les stades de college football, les matchs amicaux. J'ai parlé de l'Argentine qui était du côté de Tonka Fields. Mm-hmm. On a eu Auburn aussi. Il y a eu des matchs. Il y a eu un match à Auburn aussi. Donc voilà. Le college football a été. On va dire, on a un petit peu discuté avec. Il y a quelques fans européens qui ont été impressionnés par la taille des stades. Voilà, vous le savez, que les stades universitaires, ce sont les plus grands stades
au monde, tout simplement. Il y a un Allemand là qui fait un peu le stade des tours des stades de la SEC. Là, il était du côté d'Auburn, voilà, avec l'aigle qui arrive, etc. Enfin bref. Donc effectivement, nous Européens, fans de college football, on est habitués, mais c'est vrai que voilà, les traditions, ça reste une part importante du college football. Et quand on n'est pas de ce milieu-là, ça impressionne toujours. Alors c'est vrai que de l'autre côté, quand un fan de foot US débarque en Europe et voit l'aspect des ultras, voilà, qui ne connaît pas du tout, c'est aussi un peu un choc culturel pour eux. Mais voilà, c'est marrant quand on a voilà, c'est des références qu'on connaît, on va dire ça comme ça, Geoffrey, quoi. Tout à fait. Oui, nous, on est entre les deux mondes. Exact. On a une sorte de Lafayette des temps modernes, voilà, ni plus ni moins. Exactement. Ok. Ben, merci Geoffrey en tout cas de ta présence et de ta bonne humeur et de ton expertise comme d'habitude. Nous, on se revoit bientôt pour préparer doucement mais sûrement le retour du college football, puisque voilà, dans un peu plus de 2 mois, on y retourne et il y aura des choses à dire, bien évidemment. Salut tout le monde et merci Geoffrey. Salut tout le monde. Salut Baptiste, salut tout le monde. À bientôt.